Il est 17h30 en Europe, il est 12h30 au Québec, et c'est l'heure du rendez-vous avec Pierre Lessard, un rendez-vous qui a pour but d'offrir des réponses ou des pistes de réponses, de solutions pour œuvrer plus allègrement sur la voie spirituelle, pour transcender les écueils, les difficultés qui se posent. Donc, notre rencontre a vraiment pour but d'aider à transcender des difficultés, à faire des choix. Je vous dis, ce n'est pas une rencontre pour répondre à des questions sur des thèmes extérieurs, pour comparer les approches de l'un et de l'autre, mais plutôt pour pouvoir aider des difficultés, des peurs, des angoisses, des troubles qui se posent. Voilà. Alors, les rediffusions, autant de Unis pour l'humanité que de Rendez-vous avec Pierre Lessard, seront sur la page première d'accueil de Symphonie.life, le site www.symphonie.life. Sur la première page, vous retrouvez les rediffusions de tous les épisodes depuis le début, donc de ceux-là, à partir de 2 jours. Calculez 2 jours, d'ici 2 jours. Donc, je vous demande de pas nécessairement nous écrire. D'ici 2 jours, tout va être en place là-bas, donc vous pourrez réécouter, vous pourrez inviter vos amis à écouter aussi, et surtout, à être présent pour notre prochain rendez-vous, comme ça, lundi prochain, où on va encore s'unir pour favoriser la lumière, l'amour dans notre humanité, pour répondre à vos questions. Alors, je vais commencer à répondre à des questions. Je vous rappelle d'inscrire vos questions dans la section chat, en commençant par 1, 2, 3 points d'interrogation pour que je puisse les distinguer à travers les différents autres commentaires. Alors, je commence avec ce que je vois à l'écran. Brigitte, comment arriver à changer mon regard sur un conflit pour que mes guides puissent mieux, il manque un mot. En fait, vos guides, les êtres de lumière, ils œuvrent en émanant, ils œuvrent particulièrement en guidant les êtres humains. Les guides nous inspirent, les guides émanent la lumière, émanent l'amour. Les guides ne sont pas là pour changer une situation, ils sont là pour aider les êtres humains à se changer et changer les situations. Alors, quelquefois, les gens demandent pourquoi les maîtres n'arrêtent-ils pas la guerre? C'est une vie des hommes et la guerre est créée au premier niveau par des individus qui choisissent de faire la guerre. Mais à un niveau plus profond, la guerre est l'expression des conflits globaux qu'il y a dans le monde et des conflits individuels. En fait, comme le disent les maîtres, comme le dit souvent le Dalai Lama aussi, la paix dans le monde, c'est l'effet de la paix dans 8 milliards d'êtres humains. S'il y a 8 millions d'êtres humains en paix, il n'y a pas de guerre dans le monde. En fait, ce sont les conflits individuels qui dégénèrent, quelquefois les conflits avec soi, qui créent des insatisfactions, des frustrations et qui entraînent peu à peu des conflits relationnels. Et les conflits relationnels deviennent des conflits de groupe, puis les conflits de groupe, des conflits de pays, et éventuellement, ils éclatent des guerres. Évidemment, la guerre actuellement, qui a été déclenchée par la Russie contre l'Ukraine, eh bien, n'a pas été déclenchée par un conflit que vous avez avec vous directement. C'est en fait une forme d'égrégore qui se crée et qui fait en sorte qu'il y a des individus qui, influencés par ces égrégores, déclenchent des guerres à un niveau beaucoup plus important. Alors, comment arriver à changer mon regard? Eh bien, c'est vous qui avez à changer votre regard. Comment? C'est ce que je vous propose dans Unis pour l'humanité, c'est-à-dire d'abord de reconnaître qui vous êtes. En fait, la partie de vous qui peut être, par exemple, apeurée, ou qui peut être impatiente, ou intolérante, ou en colère, ou en frustration face à tout cela, ou impuissante, cette partie de vous n'est pas vous, en fait. C'est une structure qui s'est créée à partir de vos blessures. Les blessures génèrent habituellement des peurs d'être blessé à nouveau, et entraînent des croyances, et tout cela influence des comportements,
des attitudes, des pensées. Et ça crée toute une structure que on appelle le personnage, la personnalité ou le moi de survie. Mais en fait, ce n'est pas vous. L'idée, pour mieux changer ça, c'est et c'est ce que les guides nous amènent à vivre, c'est de d'abord nous contacter. Vous êtes d'abord et avant tout mus par une force d'amour. Tous les êtres humains veulent aimer et être aimés. C'est vraiment fondamental. Donc, il s'agit de se connecter avec cette envie d'aimer et d'être aimé. Et en fait, pour aider autour de nous, c'est l'amour qui rejaillit de nous qui peut aider. Et la même chose, notre esprit est conscient. Donc, il s'agit d'aller à l'intérieur de nous et aller ressentir cette envie d'être en paix, cette envie d'être joyeux, cette envie d'être amoureux, l'envie de vivre dans le bonheur. Et ça, c'est vraiment notre nature. C'est vraiment très profond. Et on se connecte à ça. Et quand tout à coup la colère se soulève ou la peur, eh bien, c'est le moment de dire, je me connecte à ça. Évidemment, si on ne s'est jamais connecté à ça, et que là, on est envahi par la colère ou par la peur, c'est plus difficile. C'est quand tout à coup, vous ne l'êtes pas que c'est important de vraiment se connecter, se connecter, se connecter. Et quand on a trouvé vraiment la voie pour se connecter à l'être vrai, eh bien, si une colère se soulève ou une peur se soulève, eh bien, ça devient plus naturel de se connecter avec qui on est. Alors, Christine nous dit, pas de point d'interrogation. Je cherche les points d'interrogation. Je vois vos... Bon, Vincente qui dit, ma question est, pourquoi lorsque je fais des soins, mes énergétiques, mes mains deviennent très froides? Eh bien, nous avons tous un code personnel. Vous savez jusqu'à quel point tout notre être nous livre des signaux. On a des signaux du corps. J'ai d'ailleurs fait un atelier là-dessus. Nos guides intérieurs, nos signaux, signaux du corps, signaux de nos émotions, signaux de nos voix intérieures. Eh bien, les mains froides constituent un signal. Il peut y avoir plusieurs raisons. Les mains froides peut être un état de conscience que vous atteignez qui fait en sorte tout à coup de générer cette froideur. Ça peut être un signal comme quoi vous êtes à un rythme vibratoire plus élevé. C'est un signal qui est personnel. Attention, je parle à Vincente, mais je parle à tout le monde en disant, chez un autre, le même signal peut se présenter avec les mains chaudes ou avec des picotements dans les mains ou encore avec une voix intérieure. Chacun a ses signaux. Alors, quand ça se peut que lorsque vous atteignez une certaine fréquence, vos mains sont froides pour vous dire, tiens, vous avez atteint une fréquence suffisante pour vous, assez élevée pour offrir un soin. Pour un autre, les mains froides pourraient dire que, ah, là où sont vos mains, ça indique que l'organe est en difficulté. Chez un autre, les mains froides, au-dessus d'un membre, peut dire, tiens, ce membre va très bien. Vous voyez, c'est un code personnel. Alors, ce que vous avez à faire, c'est d'observer quand vos mains viennent froides. Et si c'est à chaque fois que vous allez commencer un soin, et ça dure tout au long du soin, mais c'est un signal de votre fréquence. Si c'est à certains moments lorsque vos mains s'imposent au-dessus du corps, observez et posez des questions par la suite. Si vos mains deviennent froides quand vous passez au-dessus de l'estomac, après le soin, vous dites à la personne, tiens, est-ce que ça va bien au niveau de votre estomac? Et si la personne vous dit, ah, c'est la partie de mon corps qui va le mieux, alors vous dites, tiens, mes mains froides à tel endroit, ça veut dire que ça va bien. Mais ne vous fiez pas à une seule réponse, c'est-à-dire que le code personnel, vous pouvez le définir à partir de dizaines et de centaines de réponses. Il ne faut pas ici conclure trop prématurément. Voilà. Donc, Vincente, il y a des gens qui viennent les mains très, très chaudes quand ils font des soins, puis il y en a d'autres, comme moi, qui viennent les mains très, très froides. Voilà. Après, il y a des guides qui se présentent et qui génèrent comme ça une froideur. Le maître Saint-Germain, habituellement, chez plusieurs êtres, présente un courant froid dans le dos et des fois, ça peut aller jusque dans les mains. Voilà. J'espère que je réponds bien à votre question. Nadia nous dit, avec tout mon amour lors de la méditation unie pour l'humanité, je n'arrive pas à envoyer de la lumière à Poutine. Je l'inonde de lumière, mais mon plexus solaire va pas bien. Je ne suis pas la seule dans cette situation, mais bien sûr, Nadia, je comprends bien, j'en ai parlé au tout début. Alors, là, il y a une
une colère, une impatience, une intolérance envers cet homme. C'est-à-dire que à l'intérieur de vous, le personnage, parce que vous êtes un être de lumière évidemment, le personnage qui s'est créé à partir de vos blessures, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, a une intolérance envers Poutine. Il le conçoit comme le responsable unique et le conçoit comme un être peut-être, je ne sais pas, qui est complètement déviant, ou certains vont me dire qu'il est fou, d'autres vont dire qu'il est démoniaque. Alors, il y a une partie de vous qui ne peut pas le concevoir comme un être de lumière, et vous avez à vous dire, attention, Poutine a un personnage comme chaque personne. C'est son personnage qui agit. À partir du moment où on est dans la conscience et qu'on a envie vraiment d'évoluer vers l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est l'amour sans condition. Donc, évidemment, être amour inconditionnel pour un enfant nouveau-né, c'est facile pour tout le monde. Être amour inconditionnel pour un enfant nouveau-né qui arrive avec une infirmité, c'est simple pour tout le monde. Être amour inconditionnel pour son enfant qui grandit dans la joie, c'est facile pour tout le monde. Ça commence à être plus difficile quand tout à coup, on voit quelqu'un qui a une violence. Là, c'est difficile d'être amour inconditionnel. Et l'amour inconditionnel, c'est l'amour inconditionnel. Or, la difficulté, c'est que ce n'est pas l'amour du personnage Poutine. Vous ne voulez pas aimer son personnage, mais bien sûr que c'est pas son personnage qu'on veut aimer. Ce qu'on veut, c'est émaner de la lumière vers son personnage pour qu'il change, pour que son personnage cède la place à ce qu'il y a d'enfoui profondément, c'est-à-dire la lumière. Que ce soit Poutine ou que ce soit quelqu'un qui frappe un enfant, que ce soit quelqu'un qui viole une femme, c'est très difficile d'aimer la personne qui a une telle violence. Mais en fait, c'est là qu'il faut distinguer. Il y a un personnage qui est violent. Ce personnage violent est né de tout un ensemble de situations. Donc, l'être violent, qu'il se nomme Poutine ou un autre, a eu des influences depuis sa naissance, des influences même antérieures, toutes sortes d'influences, toutes sortes de blessures, toutes sortes de peurs, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, son mode d'action, c'est une recherche de pouvoir telle qu'il est prêt à prendre de la violence. Mais quelqu'un qui viole, et c'est la même chose, c'est quelqu'un qui est tellement blessé, le personnage a tellement besoin de pouvoir qu'il est prêt à utiliser la violence pour obtenir ce qu'il veut. Alors, ce n'est pas l'être violent qu'on veut aimer, c'est l'être qui est réel dans ça. Alors, ce n'est pas le personnage de Poutine que vous aimez, c'est l'être, c'est cet enfant blessé qui n'a pas réussi à émerger dans la lumière, dans son amour, que vous l'aimez. Ah, quand vous me dites que vous ne réussissez pas à envoyer de la lumière, en fait, je vous invite à essayer et essayer encore, parce que ce qui peut changer Poutine, comme ce qui peut changer tout être violent, c'est la lumière, c'est l'amour, c'est la conscience. Parce que quand vous émanez de la colère, parce que quand quelqu'un a en lui de la colère, de l'impatience, de la frustration, il y a des gens qui ont de la haine envers Poutine, eh bien, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, les vibrations de haine, de colère se rendent à Poutine. Alors, si lui est déjà dans la colère, il reçoit de la colère et ça fait juste augmenter la colère. Donc, vous imaginez actuellement dans le monde, il y a des millions, voire des milliards de personnes qui sont en colère contre lui. Ça fait que augmenter sa colère. Et c'est pour ça que vous avez à bien saisir que pour changer à partir de l'énergie, c'est de la lumière. Mais la lumière, ça ne veut pas dire, oui, mon beau petit Poutine, je suis d'accord avec ce que tu fais. Il faut faire attention à ça. C'est pas ça que vous dites. Vous émanez de la lumière d'amour et de conscience vers son personnage pour que son personnage soit dissous, pour que la partie du personnage qui est violente ou qui cherche le pouvoir soit dissoute. Donc, en fait, c'est une œuvre intense que vous faites. Alors, essayez de vous placer dans cette situation-là. Imaginez un individu qui est prêt à de la violence pour son pouvoir, pour le pouvoir de son peuple, peu importe. Alors, vous émanez
de la lumière d'amour et de conscience pour changer l'individu. C'est dans cette intention-là, pour que l'individu voit son cœur s'ouvrir et sa conscience s'ouvrir. Voilà. Est-ce que ça vous parle, Nadia? Et tous les autres, évidemment. Et je vous comprends, j'ai commencé notre rencontre comme ça. Alors, Joanne nous dit, lorsque nous pardonnons sincèrement à quelqu'un, que nous le bénissons et l'enveloppons de lumière, que nous comprenons sa souffrance et ses blessures, est suffisant pour ne plus avoir de lien karmique. Alors, si vous permettez, ce que vous dites, j'appelle ça non pas du pardon, mais de la, voyons, le mot m'échappe, la rédemption. La rédemption. Vous savez, la majorité des guides qui vous guident dans le pardon, en fait, font de la rédemption. Rédemption, ça veut dire transcender sa colère, sa souffrance, transcender la culpabilité vers l'autre. Et vers soi aussi. Donc, c'est de la rédemption. Alors, ce qui permet de vraiment dissoudre les liens karmiques, c'est vraiment un travail de rédemption. Pour qu'il y ait une vraie rédemption, donc, c'est que ce que vous émanez, vous le bénissez, l'enveloppez de lumière et tout ça, ça se passe à une fréquence élevée. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que il y a des gens qui le font, mais presque mentalement. Tiens, je t'envoie de la lumière, ça va régler mon affaire, ça va régler la tienne. C'est presque une réflexion. Alors, l'idée, c'est que vous mettez vraiment dans un état de rythme vibratoire élevé, avec le cœur ouvert, la conscience ouverte, et vous émanez votre lumière vers l'être, que tu puisses être guidé par l'amour et la lumière, que tu puisses transcender tes difficultés, que tu puisses transcender ta colère, etc., et tout cela. Va dans la lumière, va en paix. Et alors, oui, vous transcendez les éléments karmiques, évidemment, que ça soit à haute fréquence. Autre question. N'oubliez pas de mettre les points d'interrogation. L'image et le son ne fonctionnent plus, est-ce juste moi? Alors, si vous avez de l'image et du son, dites-le pour que José puisse le voir. Est-ce qu'on a de l'image et du son? S'il y en a au Québec, à Paris, à Bruxelles, écrivez-le, s'il vous plaît. Alors, ici, on me dit que l'image, que tout passe bien. Alors, vous allez voir d'autres messages apparaître. Merci de le dire. Joanne, j'héberge chez moi des personnes avec des problématiques de santé mentale. Je suis famille d'accueil et je suis seul responsable. Comment garder un état de paix et de calme à l'intérieur de moi à travers toutes ces peurs que ces guerres génèrent et être un pilier pour mes hébergés, pour être rassurant pour eux? Eh bien, je viens d'y répondre aussi jusqu'en partie. Alors, les peurs que ça génère, en fait, les peurs ont des messages. Les peurs générées par un collectif résonnent ou rebondissent sur des peurs qui sont personnelles. Si vous avez le temps, c'est-à-dire donc, allez vous intérioriser, rencontrer l'ensemble de vos peurs et demandez-leur qu'est-ce qu'elles veulent vraiment vous dire. Ce qui est important, c'est que actuellement, les peurs, on peut comprendre que il y a vraiment ici un inconnu majeur. Il y a une guerre dans un contexte qui fait que ça pourrait éclater comme une guerre mondiale. Si, par exemple, les États-Unis ou l'Angleterre ou la France décidaient tout à coup que ça suffit, cette invasion, et qu'ils décidaient de prendre des armes, eh bien, c'est la guerre mondiale. Et actuellement, évidemment, tous les pays de l'OTAN ne veulent pas faire ça parce qu'ils savent cela. Donc, il y a un enjeu qui est bizarre. C'est-à-dire que là, il y a un génocide qui se passe et la Terre entière est témoin et les gens ne veulent pas que ça dégénère en guerre mondiale. Donc, là, il y a comme une sensation d'impuissance, une sensation de peur. Dans ces cas-là, la voie, vraiment, c'est la voie spirituelle, c'est de retrouver. Et quand je dis spirituel, pour moi, c'est pas religieux, c'est cœur et conscience. Dans votre cœur, c'est vraiment l'amour de l'être humain, l'amour de la vie. Allez vous connecter avec votre amour de la vie. Non pas un amour de la vie tremblotant qui en fait une peur de ne pas pouvoir aimer. Un véritable amour de la vie, un amour des êtres humains, un amour qui est vraiment sans jugement. Un individu qui vole des maisons, c'est un individu qui utilise une certaine violence parce que
Non pas parce qu'il est riche puis qu'il a tout ce qu'il veut dans le monde, parce qu'il était dans une famille dysfonctionnelle ou qui a connu la pauvreté, il s'est passé des choses, il est en souffrance, il utilise ce moyen-là et qui n'est pas le bon moyen, mais c'est ça qui fait. Quelqu'un qui frappe, qui a de la violence, il est en problème. C'est un problème majeur. Et quand c'est au niveau multinational comme ça, quand c'est des dirigeants de pays, ils ont des problèmes. Choisir d'amener tant de gens dans la souffrance, c'est des individus qui ont des problèmes. Pour eux, ils ne les voient pas parce qu'ils pensent qu'ils vont sauver leur nation et qu'ils sauvent du monde. Alors, ils ont une vision complètement différente de la nôtre. Alors, pour vous, pour votre peur, c'est vraiment de vous dire, je me mets dans mon cœur et je veux aimer. C'est ce que j'ai proposé dans Unis pour l'humanité. C'est l'amour et la conscience de qui vous êtes et l'action que vous posez. Vous ne pouvez pas prendre les armes pour aller défendre l'Ukraine, évidemment. Par contre, l'arme, l'épée de lumière, c'est l'émanation. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne sais pas combien on était ensemble, 300, 400, je ne sais pas. Et ce que je souhaitais aujourd'hui, moi, c'est qu'on soit 2 milliards. Pourquoi on ne sait pas 2 milliards? Pourquoi pas 3 milliards? Si tout le monde, comme ça, a peur de la guerre et ne veut pas faire ça, pourquoi on n'est pas 8 milliards à dire aujourd'hui, tiens, on s'unit et on émane la lumière? Ben, s'il y a 8 milliards, je peux vous dire une chose, la guerre va s'arrêter. C'est certain. Alors, évidemment, ça sera quelque chose qu'on soit 200, 300, 400. Vous savez pourquoi? Parce que quand une pièce est complètement noire, assombrie, et qu'on met une seule bougie, ben ça fait une lumière qui nous permet de voir dans la pièce. On n'a pas besoin d'avoir des bougies qui scintillent à tous les centimètres carrés. Une seule bougie apporte déjà une lumière, et deux plus, etc. Donc, on fait notre part. Et dites-vous que ce que vous avez à être, c'est une bougie qui éclaire. Vous éclairez chez vous pour ces individus qui sont en difficulté. C'est ce que vous faites, Joanne, dans votre maison d'accueil. Vous êtes une bougie pour ces individus. Et vous êtes aussi une bougie dans le monde, et il y a d'autres bougies avec vous. Donc, connectez-vous avec toutes ces bougies et soyez vraiment dans votre cœur, dans votre conscience de qui vous êtes. Et rappelez-vous que ces individus qui font la guerre, au plus profond d'eux-mêmes, ce sont des individus qui sont aussi des êtres universels. Et ce qu'on essaie de faire ensemble, c'est de faire émerger le divin d'eux. Voilà. Claude, suite à la perte d'un être cher, quand le chagrin est trop lourd, comment élever mon rythme vibratoire? Qui vit ce chagrin en moi? La personnalité ou le personnage? L'âme a-t-elle du chagrin? Évidemment, il y a vraiment une compréhension de qu'est-ce qu'est l'âme, qu'est-ce que l'esprit, et ça, d'une personne à l'autre, ça varie. Hein? C'est deux grands courants dans le monde. Ce que certains appellent l'âme, d'autres l'appellent l'esprit et vice-versa. Dans l'orientation que je transmets, c'est que l'âme, c'est la partie divine de votre être, c'est la partie amour, la partie pure et infinie. L'âme n'a pas de chagrin. Par contre, est-ce qu'on peut être âme et amour et avoir du chagrin? Mais oui, sans que ce soit un attachement qui vous défait complètement. Il est naturel qu'il y ait une émotion. L'émotion, pour l'être humain, est naturelle. Ce qui est plus difficile, c'est quand l'émotion est retenue en soi ou quand elle perdure à travers les mois, les années, les décennies quelquefois. Il est normal qu'il y ait tout à coup une émotion. Quelqu'un est touché, quelqu'un se sent triste, que ce soit un être cher ou même un inconnu, un être public que vous ne connaissez pas personnellement, qui décède, je sais pas, Nelson Mandela qui décède, ça nous touche, ou un grand artiste qui a œuvré pour la paix, ça nous touche. C'est humain. Maintenant, quand le chagrin est trop lourd, alors, ça dépend, ça fait combien de temps. Et quand ça continue, c'est qu'il y a vraiment un attachement. Ce que je vous propose, c'est de vraiment réaliser que la vie de cet être continue, l'être que vous aimez, que vous avez aimé et que vous aimez encore, eh bien, c'est tout à fait naturel de l'aimer parce que sa vie continue. Sa vie continue différemment. Si, par exemple, vous avez un ami qui est très cher et qui vous dit
j'ai trouvé le bonheur. J'ai trouvé la voie là pour être vraiment dans la joie et l'amour là, et qu'il vous dit comme un ami, je quitte et je vais vivre à l'autre bout du monde. Et là, j'ai vraiment trouvé toutes les conditions que j'ai cherchées toute ma vie. Eh bien, il va s'éloigner de vous. Il vous dit, par exemple, que vous ne pourrez pas communiquer, mais qu'il pense à vous, etc. Et en fait, vous pourrez continuer à l'aimer, même si vous ne vous parlez pas, même si vous ne voyez pas, parce qu'il continue sa vie, il est dans le bonheur. Eh bien, l'être cher qui a quitté, il continue sa vie sous une autre fréquence, dans un autre monde, une autre vie. C'est la continuation, mais sous une autre forme. Et vous pouvez continuer à l'aimer. L'amour qui est là en vous peut continuer. L'amour n'a pas à être coupé. Et continuez à l'aimer. Et l'être est vibratoirement en connexion avec vous. J'ai vu des connexions, j'ai été présent dans ma vie avec des connexions qui existent depuis des vies et des vies qui se retrouvent. Alors, continuez à aimer. Maintenant, si le chagrin vous dit être trop lourd, il vous empêche d'aller vers plus de sérénité, plus de paix, plus de joie, là, c'est que il y avait envers cet être un attachement qui a des effets difficiles sur vous. Alors, en fait, allez voir qu'est-ce que vous receviez de la présence de cet être que vous ne recevez plus. L'amour de l'être est là. Bien sûr, vous n'avez plus son sourire, vous n'avez plus ses paroles, vous n'avez plus son visage. Et l'amour est intangible, l'amour est au-delà de cela. C'est comme l'amour qui est à l'autre bout du monde. Et au départ, il peut y avoir un manque parce que il y avait un bien-être, il y avait une stimulation. C'est pas juste de l'attachement possessif, évidemment. Il y avait de la stimulation. Ça stimulait la joie en vous, ça stimulait l'envie de créer des choses et tout cela. Et donc, cette stimulation-là n'existe plus comme telle au départ. Là, vous avez, par amour de vous-même, et pour donner sens aussi à son départ, à choisir, tiens, je vais continuer. C'est tout à fait normal qu'il y ait une difficulté, peut-être qu'il y a moins de stimulation, qu'il n'y en a plus du tout. Mais par la suite, alors là, vous avez à trouver, tiens, qu'est-ce que cette personne stimulait en moi? Elle stimulait l'envie d'être au meilleur de moi. Pourquoi elle stimulait ça? Parce que cette personne était au meilleur d'elle-même, mais elle est encore au meilleur d'elle-même en continuant. Et elle vous stimule encore. Et puis, selon ce que vous accueillez de la personne, ce qu'elle a, selon comme l'offrande de cette personne de votre vie, allez la retrouver en vous, autour de vous, dans la nature, dans la vie subtile, dans d'autres êtres, sans nécessairement que ça soit. Vous n'allez pas remplacer, vous n'avez pas besoin de remplacer cette personne. Il ne s'agit pas de remplacer, il s'agit d'aller retrouver l'effervescence que ça crée sous une autre voie. Alors, ça, c'est important. C'est comme rendez hommage à l'amour, à cet être, en continuant vraiment d'aller vers le meilleur de vous-même, en continuant de vivre et de créer. C'est important de voir c'est quoi l'attachement, qu'est-ce qui manque. Et déjà, en répondant à ça, qu'est-ce qui manque exactement? Eh bien, ça va vous donner la piste pour transcender ce chagrin. Si ce sont des éléments extérieurs, vous allez vous dire, ah, mais ça, je peux aller les retrouver. Et si c'est la vibration de la personne, ben vous êtes toujours en contact avec la vibration. Vous savez quel type de vibration. Et puis, il y a des gens, des amis qui ont des vibrations similaires. C'est pas pour la remplacer, c'est remplacer l'offrande, mais le contact reste là. Suzanne nous dit comment faire prendre conscience à nos proches que nous aimons profondément alors qu'ils ne croient pas que les médias. Ils ne croient que les médias. Donc, il n'y a aucune ouverture pour la conscience et nous sentons rejetés. Oui, c'est difficile quelquefois vous savez, favoriser l'ouverture de conscience des gens. Ça se fait pas par des paroles. Quand tout à coup une parole vous touche,
souvent, c'est pas quelqu'un qui a voulu vous montrer quelque chose. Souvent, c'est, vous avez vu une phrase dans un livre, vous avez entendu quelqu'un dire une parole, et ça vous a touché et ça a fait un déclic. Ou bien vous avez eu une maladie, vous avez eu une difficulté, vous avez eu une joie immense, vous avez découvert l'émerveillement tout à coup devant un rayon de soleil et la beauté du monde, et tout à coup ça vous a ouvert à la grandeur de l'univers, au divin dans tout. Il y a un déclencheur, et généralement, le déclencheur, c'est pas quelqu'un qui vient vous expliquer quelque chose pour ouvrir votre conscience. Une fois qu'il y a eu le déclencheur, alors là, il y a des gens qui vous parlent. C'est-à-dire que si, par exemple, je parle de la conscience et que vous avez déjà eu ce déclencheur, eh bien, vous pouvez être stimulé par ce que je vous dis. Mais s'il n'y a pas eu ce déclencheur, eh bien, pas nécessairement. Alors, ce qui est important, c'est de pouvoir intégrer ce dont vous parlez. Un peu comme des parents face à leurs enfants. Vous savez, vous pouvez dire 1000 fois à vos enfants ceci ou cela. Et ce qui est le plus important, c'est de le vivre. Par exemple, si vous voulez instaurer la générosité chez vos enfants, ben vous êtes généreux. Vous êtes généreux avec eux, vous êtes généreux avec les gens qui vous entourent. Si vous voulez générer chez des enfants, les ouvrir à l'amour, eh bien, vous êtes amoureux. Vous êtes amoureux d'eux. Vous êtes amoureux de vos partenaires, de vos amis. Vous êtes amoureux de la vie. Et si les enfants côtoient quelqu'un qui est amoureux, eh bien, ils ont une influence à être amoureux. Maintenant, ils ont aussi leur bagage. Et les membres de votre famille et les gens que vous côtoyez ont leur bagage. Et vous pouvez être tout aussi amoureux, rayonnant et tout, et ils ont leur thématique karmique, leurs blessures qui créent des résistances. Mais le mieux, c'est vous, d'être vous. Et quelquefois, eh bien, vos paroles ne font que les contracter. J'ai vu ça souvent. Plus quelqu'un essaie de convaincre ou argumente, même gentiment, là, et plus l'autre se referme. Alors, plutôt que de dire ouvrez vos cœurs, etc., vous avez le cœur ouvert. Et vous leur donnez pas le conseil, vous leur donnez pas une leçon, vous vous exprimez pour vous-même. Vous dites, par exemple, dans ce contexte, vous dites, ah tiens, moi, je veux vraiment croire dans la beauté de l'être humain. Je veux vraiment croire que le divin, le beau dans l'être peut émerger à un moment donné. Vous parlez de vous, à quoi vous croyez, vous, qu'est-ce qui vous fait vibrer. Et donc, souvent, ça va fonctionner mieux. Bon, il y en a qui ont répondu à la Josée, l'image est bien. Merci. Ariane, j'ai entendu parler des filaments de lumière encodés. Que voulez-vous en dire? Comme je vous ai dit au départ, Ariane, que je voulais pas trop aller dans cette direction de répondre qu'est-ce que vous avez entendu, ou une approche ou une autre. Je veux vraiment aider les gens dans ce qu'ils vivent. Alors, les filaments de lumière encodés, vous savez, chaque guide a son vocabulaire. Je vais sortir un livre là bientôt, vous allez l'avoir en août, en septembre en Europe, et sur la multidimensionnalité de l'être humain. Donc, dans ça, il y a toutes les dimensions de l'être humain. Je parle de niveau de conscience de 4e dimension, 5e. C'est très différent d'autres. J'ai mon vocabulaire propre. Et donc, mon vocabulaire, dans mes livres, je l'explique, ou dans mes ateliers, je l'explique. Maintenant, si quelqu'un prend une partie de mon vocabulaire, si quelqu'un dit, par exemple, tiens, on va prendre le triangle de force. Tout à l'heure, j'ai dit, tiens, on va faire le triangle de force ensemble. Si quelqu'un va avoir un autre intervenant qui dit, voulez-vous me parler du triangle de force? Eh bien, l'autre intervenant, il ne saura pas de quoi vous parler. Il va vous dire, ben, explique-moi où tu as vu, qu'est-ce que c'était. Eh bien, là, vous me dites filament de lumière encodé. Pour moi, tout est lumière, tout est énergie lumineuse et tout est encodé. Donc, par exemple, quand vous mangez une pomme, la pomme est un code. L'exemple le plus simple, c'est une analogie avec les codes barres des produits que vous achetez. Quand vous achetez un produit, n'importe lequel, que ce soit des aliments, des vêtements, vous savez, il y a un code barre. Et le code barre, il peut être lu, et quand on lit le code barre, ben, à la caisse,
ça donne le prix, mais il y a beaucoup plus d'informations. Avec le code barre, ils peuvent aller chercher toute l'information du produit. Et donc, dans des systèmes d'entreprise, un code barre est associé à un produit et à tout ce que ça veut dire. Eh bien, la même chose pour vraiment la codification dans des faisceaux d'énergie de lumière. Alors, tout est encodé. Je vous ai dit, par exemple, si vous prenez une bouchée dans une pomme, votre corps, déjà, quand c'est dans votre bouche, il y a des capteurs qui captent le code de la pomme, qui définit tout ce qu'il y a dans la pomme et qui transmet ça au système nerveux central, et instantanément, toutes vos cellules savent qu'est-ce qu'il y a dans la pomme et peuvent s'en nourrir parce que ça transmet le code, c'est-à-dire les éléments qui stimulent le corps, qui stimulent les cellules, ce sont des codes. Alors, c'est un peu complexe, mais en même temps, tout est ainsi. Donc, il y a des filaments de lumière encodés, il y a des rayons de lumière qui sont encodés parce qu'un rayon de soleil qui circule, eh bien, c'est un rayon qui transporte des particules lumineuses qui ont comme effet de augmenter la masse énergétique de votre être. Donc, c'est une forme de nourriture et c'est encodé. Alors, c'est ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des codes dans tout, dont les filaments de lumière. Alors maintenant, qu'est-ce que l'auteur qui utilise ce terme veut dire exactement? Il veut peut-être dire que le code est un filament de lumière, comme le code barre est un ensemble de chiffres. Il peut vouloir dire que dans toute substance, il y a un filament de lumière qui définit un code. Eh bien, moi, je vais très loin en disant que si la pomme est associée à un code, eh bien, vous avez besoin de son code. Et c'est le code qui agit, non pas la pomme elle-même. La pomme physique ne fait que transmettre le code, en fait. Je suis en préparation d'une formation de soins, une formation d'auto-soins et de transmission de soins qui s'appelle codification cellulaire et énergétique, qui devait sortir l'an dernier, mais à cause de la pandémie, j'attends qu'on puisse être ensemble en salle, si possible, pour offrir cette formation. Voilà. Merci Ariane. Symphonie nous écrit. Symphonie parle à José. Christine, je ne comprends pas quand j'envoie de la lumière à Zelensky, je le sens lointain et presque intouchable. Je ne comprends pas ce ressenti que je n'ai pas avec les autres, même Poutine. C'est votre ressenti, chère Christine. Intériorisez-vous quand vous avez cette ressenti et demandez à ce que cette sensation soit expliquée. J'ai des idées de ça, parce que, vous savez, c'est compliqué là. C'est compliqué parce que à la face du monde actuellement, il y a les Russes, les envahisseurs, les méchants et les Ukrainiens qui sont les bons. Donc, les bourreaux et les victimes. Quand on va beaucoup plus profondément dans tout cela, on s'aperçoit que ce sont des différends qui existent depuis longtemps et que il y a eu de la violence, il y a eu des choix de part et d'autre. Alors, des gens, quand je dis ça, me disent « Ah, s'il est pro-Poutine ». Je ne suis pas pro-Poutine. Moi, je suis pro la paix, pro-lumière, pro-amour. Je suis ça. Et je suis pro aussi qu'on voit au-delà des apparences. Je dis simplement que à travers le temps, des deux côtés, il y a eu des torts, il y a eu des choses qui sont faites dont chaque côté n'est pas fier ou n'aurait pas à être fier. Et de l'extérieur, souvent dans une situation, on relate ce qui est là actuellement. Actuellement, c'est les Ukrainiens qui se font bombarder, qui sont en train de se faire vivre un génocide. Toutefois, Zelensky, il y a actuellement, il est bon dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait. Il est vraiment très bon dans le message qu'il livre. Et puis, il y a d'autres choses que lui, quand même, il a sur la conscience aussi. Et donc, il se peut que vous captiez qu'il n'est pas que la victime, il fait partie d'un ensemble de choses. Et ça dépasse quelquefois le temps et ça dépasse nos connaissances. Il faut aller très, très loin. Ce serait intéressant de parler à des Ukrainiens russes,
parce qu'il y a une partie de l'Ukraine qui est russe et la partie de l'Ukraine qui n'est pas était dans un type de relation avec l'Ukraine russe. C'est vraiment complexe comme situation et il se peut que vous sentiez des choses comme ça. Ce qui est important dans ça, c'est vraiment de continuer à émaner. Vous avez peut-être un ressenti que quelconque, allez profondément en vous, élevez votre rythme vibratoire et continuez d'émaner autant vers Zelensky que vers Poutine. Quand je dis ça, il y a des gens qui disent non, on veut émaner juste vers Zelensky de l'amour ou bien juste vers Poutine pour qu'il change. Moi, je vous dis émaner amour et conscience vers les deux et vers tous les dirigeants parce qu'ils sont beaucoup plus impliqués qu'on ne le croit. Alors, on continue. Je cherche les questions. Jocelyne, oups, il y a un point d'interrogation à la fin. J'ai entendu que le président russe avait pratiqué des célébrations sataniques avec un courant de l'Église orthodoxe russe. Qu'en est-il? Jocelyne, vous me demandez de commenter quelque chose que vous avez entendu. Si vous voulez, on pourrait dire que je pense qu'à peu près tout le monde a entendu que tous les présidents occidentaux ont pratiqué des célébrations sataniques avec des cultes, puis de la pédophilie, puis tout ça de choses. Je pense qu'on a tous entendu ça, ça l'a sorti dans les journaux aussi. Je peux pas commenter ça, je ne sais pas ce que le président Poutine fait et ne fait pas. Et s'il fait des choses, il n'est pas le seul à le faire. Et c'est pas une excuse. Alors, je peux pas commenter ça. Je peux tous vous dire que si c'est vrai, il faut vraiment faire émerger la lumière de cet homme comme les autres hommes. Merci pour vos commentaires sur l'image. Tout ça, ça nous indique que tout va bien. Nadia nous revient dans le processus d'équilibre énergétique. Vous dites intensifier la conscience de mes idéaux et les grands orienteurs de ma vie. Pouvez-vous me donner un exemple? Pouvez-vous expliquer les 108 qualités bouddhistes? Oui. Nadia nous parle du processus d'équilibre énergétique, qui est un processus que je guide. C'est une vidéo que vous allez retrouver qui est gratuite. Vous allez trouver sur la page d'accueil de symphonie.life, le site Internet. Vous déroulez la page, à la toute fin, vous allez voir les guidances qui sont gratuites, dont le dialogue avec les cellules et ce processus d'équilibre énergétique que j'invite tous les gens à faire chaque jour et particulièrement au début de la journée, puisque vous allez en profiter durant toute la journée. Alors, les idéaux, les grands orienteurs de ma vie, c'est quoi? C'est-à-dire que nos idéaux, c'est ce qui oriente le reste. Par exemple, imaginons quelqu'un qui a un idéal de devenir maître d'amour et de compassion. C'est un niveau de maîtrise. Hein? La maîtrise à différents niveaux jusqu'à la réalisation, l'ascension, etc. Il y a différents niveaux et maître d'amour et de compassion, c'est un niveau. Ça veut dire que l'être est vraiment incarné et vit dans le pur amour et pure compassion pour toute forme de vie. Alors, c'est son idéal. L'idéal, c'est vers quoi il tend. Souvent, je vais proposer qu'il y a un objectif ultime, c'est ce qu'on veut absolument réaliser dans cette vie. Donc, c'est atteignable. L'idéal, il peut être très grand. Quelqu'un pourrait dire, j'ai l'idéal d'être un maître réalisé. J'ai l'idéal d'arriver à être un maître ascensionné ou à ascensionner. Il tend vers ça. Et le fait de tendre vers ça, ça vous aide à fixer vos buts et à prendre des décisions. Je vous donne un exemple dans une analogie. Je ne sais pas où vous vivez, en Europe ou au Québec, et disons que vous êtes à Paris et que vous avez comme idéal d'aller vivre éventuellement prenons un exemple simple, vous voulez vivre à Montpellier. C'est votre idéal. Alors, vous avez comme but ultime au moins d'arriver à Valence. Alors, donc, à une ville entre les deux. Qu'est-ce que ça fait? C'est votre idéal, vous voulez absolument faire ça. Ça fait en sorte que les décisions que vous prenez seront cohérentes. Si quelqu'un vous dit, par exemple, j'ai un emploi à vous offrir qui vous correspond totalement et qui se situe
à Bruxelles, là, vous dites, moi, je veux m'en aller à Montpellier, je veux aller vivre vers le sud. Or, en même temps, j'ai besoin d'un emploi. Donc, oui, vous pouvez accepter l'emploi à Bruxelles. Toutefois, pour vous, c'est-à-dire peut-être c'est temporaire, le temps de trouver quelque chose d'autre qui va vous amener plus vers le sud. Vous savez, ça va aider à prendre vos décisions. Quand quelqu'un n'a pas d'idéal, n'a pas de but ultime, alors il se produit différentes opportunités, différentes situations, il choisit dans un sens, choisit dans l'autre. Qu'est-ce qui oriente sa voie? Mais l'orientation de sa voie, c'est vraiment, c'est là que je vais. Si vous vous en allez vers le sud et que vous avez une proposition vers le nord, vous pouvez l'accepter, mais vous allez accepter dans la conscience que vous allez dans la direction inverse et que vous y allez pour une raison précise. Peut-être, par exemple, pour vous renflouer, peut-être pour connaître quelqu'un qui, par la suite, veut se diriger où vous voulez aller. Alors, l'idéal intérieur, c'est, ça trace la grande voie à l'intérieur de ça. Vous pourrez prendre différents petits chemins parce que si vous décidez d'aller vers le sud, ben, il y a plusieurs autoroutes entre Paris et le sud. Donc, vous pouvez utiliser différents chemins. Vous pouvez passer par l'autoroute du sud en passant par Lyon, vous pouvez passer par l'Auvergne si vous voulez. Et voilà, vous allez prendre des décisions en fonction de ça. Est-ce que je m'explique clairement? Maintenant, les 108 qualités bouddhiques, c'est une forme de symbolisme. On dit que on reconnaît un Bouddha incarné à partir de ses 108 caractéristiques physiques. Mais c'est symbolique. Ce qui fait que dans ça, je dis, à un moment donné, laissez-vous inspirer d'une de vos 108 qualités. Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez au moins 108 qualités, au moins, à l'intérieur de vous. Ne cherchez pas, il y a des gens qui cherchent sur le web les 108 qualités bouddhiques. Non, ne cherchez pas ça. C'est symbolique. Ça veut dire que vous avez au moins tous 108 qualités. Vous en connaissez. Il y a des gens qui peuvent en lister facilement 50. Il y a des gens qui ont de la difficulté à se lister 3 qualités d'eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils se comparent souvent aux autres. Et ils se comparent négativement. Par exemple, quelqu'un pourrait dire, ah oui, j'ai une facilité de communication. C'est une qualité. Mais en fait, il y en a qui sont tellement plus communicateurs que moi que finalement, ils l'enlèvent de qualité. Une qualité, c'est ce qui vous fait vibrer, c'est ce que vous aimez de vous. Donc, je dis dans le fond, dans ça, dans cette partie-là, je dis demandez à toutes les sources de lumière qui vous inspirent l'une de vos qualités. Alors, le matin, vous êtes là, à ce moment, vous êtes vers la fin du processus et dites, je demande l'inspiration d'une qualité. Vous en entendez une à l'intérieur. Par exemple, votre qualité, c'est l'écoute. Alors, vous vous dites, tiens, aujourd'hui, je vais être particulièrement à l'écoute. Et vous allez voir, ce qui est intéressant, c'est que les situations qui vont se présenter vont solliciter beaucoup d'écoute. Une autre journée, vous dites, tiens, je veux avoir l'inspiration d'une de mes qualités. L'inspiration. Et tout à coup, vous entendez, vous captez intérieurement patience. Alors aujourd'hui, vous dites, aujourd'hui, la patience va être mon offrande à la vie qui m'entoure. Je vais être particulièrement patient. Et je pouvais être sûr qu'aujourd'hui, vous allez en avoir besoin. Et puis le lendemain, joyeux. D'accord, je vais être particulièrement joyeux. Donc, c'est symbolique, les 108. Voilà. Je continue. Suzanne nous dit, est-ce que ces dirigeants ne seraient-ils pas menacés de puissance plus élevée qu'eux pour agir de la sorte et qu'ils agissent incorrectement envers l'humanité par peur également? C'est sûr qu'il y a de la peur. Pour moi, est-ce que c'est de puissance plus élevée? La puissance plus élevée, vous savez, c'est un peu complexe, mais il y a ce qu'on appelle notre réalité, la réalité du quotidien, ce qu'on voit, ce dont on parle. Et les maîtres vont nous dire, c'est une réalité illusoire si pour vous c'est la seule réalité qui existe. Tout comme, par exemple, c'est une analogie, vous vivez en Occident, que vous viviez au Québec, vous vivez en France ou dans un pays occidental. Imaginons que la façon de vivre pour vous, là, tous les attributs de la vie, c'est pour vous la réalité.
Eh bien, si c'est pour vous la réalité, c'est une illusion. Pourquoi? Parce que si vous allez en Inde, si vous allez au Bangladesh, si vous allez au Yémen, par exemple, vous allez vous rendre compte que ça n'a rien à voir avec ce que vous vivez en France ou au Québec. Donc, si c'était ça votre réalité, elle est illusoire parce qu'il y a d'autres réalités. Si la vie que vous vivez en France, vous dites, c'est une réalité parmi d'autres, alors c'est une réalité. Ainsi, la vie que l'on vit, ce qu'on voit, ce qu'on peut vivre tangiblement, c'est une réalité. Maintenant, on sait très bien que, au-delà de la réalité qu'on voit puis qu'on entend, il y a tout un ensemble d'autres éléments qu'on ne voit pas, qu'on ne sait pas. Juste au niveau très physique, ce que vivent vraiment tous les présidents ensemble, ils ont accès à des informations qu'on ne soupçonne même pas. Il y a des choses qui se trament dans notre monde que l'on ne sait même pas. Donc, on voit la réalité sous un angle. Eux, ils connaissent cet angle et connaissent au moins un autre angle, sinon deux autres angles. Et en plus, il y a la réalité subtile. Et donc, oui, il y a des forces de pouvoir qui sont plus élevées que ces présidents-là, que l'on ne connaît pas, que l'on ne voit pas. Et puis, il y a tout aussi un univers avec différents plans de conscience. Et donc, tout ça, c'est plusieurs réalités. Donc, il est certain que notre regard sur ces hommes qui agissent ainsi est en fonction de la réalité qu'on a et qui est nourrie par du journalisme. Du journalisme qui est de plus en plus différent de ce qu'il était déjà il y a 20 ans, 30 ans, 50 ans. On s'entend par exemple que durant la pandémie, tout à coup, tout dans les journaux est à peu près dans le même angle. Depuis le mois de janvier, tout à coup, on commence à avoir dans les journaux des nuances qu'on n'avait pas avant. Donc, le journalisme totalement intègre, on a de la difficulté à le voir. De toute façon, vous savez bien que déjà, il y a une grande différence entre la nouvelle internationale qui est diffusée en Amérique et la nouvelle internationale diffusée en France souvent. Et c'est très, très différent en Europe. En Europe, par exemple, on a accès à beaucoup plus de nouvelles internationales qu'on en a en Amérique. Je le vois dans les journaux québécois, je le vois dans les radios et les télévisions québécoises. C'est très réduit. Et quand je suis en Europe, je me perçois que la nouvelle est beaucoup plus large. Mais la nouvelle est aussi beaucoup plus large que ce qu'elle est transmise. Donc, il y a plusieurs réalités. Oui, il y a différentes puissances. Est-ce que je peux dire, oui, il est menacé par une puissance plus élevée que lui, qui le fait agir comme ça? Peut-être. C'est une hypothèse parmi tant d'autres. Ce que je peux vous dire, c'est que oui, il y a d'autres réalités qu'on ne connaît pas et qui entraînent des gestes et des actions. Déjà, je peux vous dire que on regarde et on ne comprend pas ce que les Russes font, mais on ne comprend pas la Russie parce que c'est tout comme, je donne un autre exemple, quand vous êtes chrétien, pratiquant ou non, mais vous êtes chrétien, catholique, et que vous essayez de comprendre un hindou et que vous essayez de comprendre un musulman. C'est une autre vision de la réalité, c'est une autre conception. Eh bien, c'est aussi comme ça. Il y a une partie des gens de la Russie qui ont une autre vision de la vie, de l'univers, et qui fait en sorte que c'est extrêmement difficile de comprendre, à moins de plonger en profondeur, parce qu'on essaie de comprendre à partir d'un regard, d'une réalité qui est la nôtre et de notre Occident, qui est différent. C'est un petit peu comme si je vous disais, essayez de comprendre la réalité d'un éléphant. Ben, vous pouvez dire, bon, il essaie de manger, il essaie de... Mais en fait, c'est difficile parce qu'on n'est pas dans la peau d'un éléphant. C'est un peu la même chose, on n'est pas dans la peau d'un Russe. C'est extrêmement difficile à comprendre. Et c'est pour ça que il y a un langage commun que j'utilise, c'est celui de la lumière. Manon nous dit présentement, je dois mettre cette pratique préférablement envers ma famille, car je vis parfois de la colère envers leur comportement et bien sûr, je n'y arrive pas parfaitement.
Est-ce un processus graduel et je dois aussi accueillir patience et bienveillance? Voilà, j'essaie de comprendre votre énoncé. Il réfère à des choses. Vous me dites présentement, je dois maintenir cette pratique préférablement envers ma famille. J'ai l'impression que vous continuez un propos là, qui était avant. Quelle pratique? Car je vis parfois de la colère envers leur comportement. Quel comportement? Et bien sûr, je n'y arrive pas parfaitement. Est-ce un processus graduel? Et je dois accueillir patience et bienveillance. Je comprends tous vos mots, mais j'arrive mal à saisir de quoi vous me parlez, Manon. Je vais regarder plus haut si vous me donnez des précisions, pas encore. Alors, je vais répondre globalement parce que là, si vous relisez tout là, vous allez voir qu'il me manque des éléments contextuels. Alors, des gens qui vivent de la colère envers leur famille, parce qu'ils ne sont pas dans la même compréhension des choses, il y en a beaucoup, beaucoup plus qu'avant, on dirait, depuis la pandémie. Pourquoi? Il y a des gens, les différends dans les familles ont toujours été nombreux, ces différences. Et il y a toujours eu des frictions entre membres de la famille. La pandémie a fait en sorte qu'il y a eu des attitudes et des choix concrets qui ont vraiment mis en évidence des éléments des frictions entre les gens. Ce que je veux dire par là, c'est que des différences créaient par moments des frictions, mais là, il y a eu des choix. Des choix. Être vacciné, ne pas être vacciné, croire ou ne pas croire en la pandémie ou en telle chose. Ça fait en sorte vraiment d'exacerber des difficultés, des colères envers des comportements et des choix. Alors, évidemment, je vais me répéter en disant que la colère que vous pouvez avoir ne vous aide pas à être comprise, ne vous aide pas à vous exprimer sous des angles qui favorisent justement leur compréhension, ne vous aide pas parce que votre colère libère en vous des toxines et si elle est maintenue et intensifiée, elle peut favoriser des déséquilibres, non seulement psychiques, mais physiques aussi. Donc, votre colère ne vous aide pas et n'aide pas votre but. D'autre part, votre colère n'aide pas non plus ces gens de votre famille parce que quand on exprime quelque chose, vibratoirement ou par la parole avec colère, ça ne répond à rien. Si vous émanez de la colère vers eux, même si vous ne le faites pas intentionnellement, ils ressentent votre charge, ils ressentent la colère et ça ne fait que nourrir leur colère s'ils n'ont pas cet éveil. S'ils ont l'éveil, ça va nourrir leur compassion, ça va nourrir leur empathie. Mais s'ils ne sont pas dans l'éveil, votre colère ne va que nourrir leur colère et jamais ne va les faire changer. Vous ne changez pas quelqu'un avec de la colère. Vous n'influencez pas positivement l'éveil de sa lumière avec de la colère. Donc, je comprends que c'est difficile et je comprends que dans une voie de conscience, on change les choses. Puis je vais dépasser ce que vous dites, Manon, parce que j'ai eu une discussion hier avec une amie et on se disait, il y a beaucoup de gens qui sont vraiment, ils se disent dans la conscience, mais en fait, ont beaucoup de colère et d'intolérance envers toutes sortes de pensées, de choix qui ne sont pas comme les leurs. Alors, là, il y a vraiment un besoin d'être cohérent. Si on est dans la conscience, on essaie jour après jour d'être plus tolérant, d'être plus accueillant. On essaie ça. Ça ne veut pas dire d'être plus patient. On peut être impatient envers une forme et patient envers l'être. Voyez-vous? Par exemple, je veux dire, on peut être impatient envers la violence. On n'en veut plus de violence. On ne va pas être patient jusqu'à ce que ça dure encore 3 siècles. On n'en veut plus de violence. On est impatient envers la violence. On est patient pour accueillir les gens qui s'expriment par la violence. On va y aller avec délicatesse, avec bienveillance, avec patience, avec ouverture, pour favoriser un changement. Parce qu'on sait que si on y va avec impatience et colère, ça ne changera rien. Alors, c'est ça la nuance. Donc, oui, c'est un processus, vous dites graduel, progressif. Alors, accueillez-vous, soyez bienveillante envers vous-même, soyez patiente envers vous-même et œuvrez pas à pas pour favoriser l'expression du meilleur de vous-même et aider les gens à se transformer.
Laura nous transmet une longue question. J'ai l'impression de vivre un éveil ou ouverture à la spiritualité que je sens plus intellectuelle. Je m'explique. Je m'alimente de références diverses telles que vos partages qui me font beaucoup de bien et m'ouvrent à toute cette vie spirituelle. J'ai cependant l'impression que cela reste au niveau de mon mental, compréhension plus cérébrale, et moins au niveau de mon ressenti. C'est-à-dire d'une impression de vivre et d'expérimenter ce que je comprends malgré mes pratiques de méditation, concentration. Comment passer du savoir au savoir-être? Eh bien, est-ce juste une question de temps et de patience? Eh bien, j'adore votre question. C'est un de mes propos favoris depuis longtemps, c'est-à-dire que oui, j'utilise des transmissions, je fais des enseignements, par exemple. L'enseignement comme tel passe par le mental. Le mental est un outil, ce n'est pas le seul. On a le corps comme un outil. Souvent, par exemple, on peut aller ressentir des choses à travers le corps qui sont importantes et à travers l'énergie. Donc, moi, j'utilise, oui, des enseignements intellectuels, ça passe par le mental pour aller toucher d'autres choses. Mais aussi, je fais des guidances, comme je l'ai fait tout à l'heure, pour qu'on entre dans la sensation. Et j'invite les gens dans l'énergie beaucoup et dans des expériences pour que les gens ressentent. De mon côté, je suis persuadé que ce qui est important, c'est qu'on éveille notre sensitivité, qu'on ressente plus. Je suis d'accord avec vous, il y a beaucoup de gens qui s'éveillent à la spiritualité, mais intellectuellement. Donc, c'est une spiritualité intellectuelle et on a à l'incarner. Et pour l'incarner, c'est d'entrer dans la pratique. Alors, quand on transmet des choses, c'est avec une invitation de pratiquer. Une des choses que je fais, par exemple, je réponds à des questions qui sont pratiques pour des gens. Je vis telle difficulté et je leur propose des voies de telle sorte qu'ils puissent l'expérimenter. Toutefois, Laura, vous avez tout à fait raison. La somme des connaissances spirituelles n'a comme but que de favoriser une pratique. Tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas de pratique, il n'y a pas vraiment de parcours spirituel. Et donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se disent conscients parce qu'ils ont beaucoup lu, ils ont beaucoup entendu, et ils retardent à faire la pratique. De là mon propos en disant, attention, on dit que l'on est conscient, donc jour après jour, comme nous le disait, je pense c'est Manon, jour après jour, progressivement, je choisis d'être plus patiente. Vraiment, je choisis d'être plus patiente, plus à l'écoute, plus communicative, plus ceci, plus cela, plus émettrice de mes vibrations pour intégrer, parce que sinon, c'est de la intellectualisation spirituelle et ça s'arrête là. Par contre, c'est vrai qu'on apprend des choses, on peut les mettre en pratique. C'est de la même façon quand vous allez à l'université sur un thème ou un autre. Moi, j'ai étudié en gestion à l'époque, c'est loin de mon centre, mais c'est ça que j'ai fait à 18 ans. Or, même en gestion, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai appris certaines techniques, mais quand j'ai commencé à travailler en gestion, ce n'est pas ce que j'ai appris qui faisait en sorte que tout de suite je pouvais œuvrer. Il a fallu que j'apprenne à intégrer, d'une part, ce que j'avais appris avec l'expérience que je vivais pour pouvoir me servir de tout. Donc, c'est un peu le mental, c'est un outil, ce n'est pas le seul. Souvent, il y a l'énergie, la sensation énergétique, la sensation physique. Ça, c'est très important. Alors, il y a des outils. Tout à l'heure, je parlais du processus d'équilibre énergétique. Et encore là, j'ai dit dernièrement aux gens, vous pouvez le faire qu'intellectuellement. Par exemple, quand je dis propulser des faisceaux de lumière, il ne s'agit pas d'entendre, il s'agit de capter la force qu'il y a dans son bas-ventre et de projeter des faisceaux de lumière. Et là, il y a un senti. Je sens que je projette. Non pas je sens les faisceaux directement, je sens que je pousse les vibrations vers le sol. Alors, je m'implique dans le processus. La même chose avec le dialogue avec les cellules ou dans d'autres pratiques. Là, il y a une implication de soi. Mais vous avez tout à fait raison. C'est comme si, par exemple, vous me disiez, j'apprends la danse, j'apprends tous les rudiments de la danse, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire et tout ça, mais vous pratiquez pas. Donc, vous n'êtes pas une danseuse, même si vous saviez tout
tout de la chorégraphie. Et puis, ça me fait penser à un truc, il y a très longtemps, 30, 40 ans, je discutais avec une danseuse professionnelle. J'ai discuté longtemps, 1h30, 2 heures avec elle, et à la fin, elle me dit comme ça, écoute Pierre, ça fait longtemps que tu es chorégraphe. Alors je dis, mais je suis pas chorégraphe. Non, elle dit, je te crois pas, ça se peut pas. Elle dit, tu as le vocabulaire et tu connais tellement la danse, tu es certainement chorégraphe. Mais en fait, je me connectais avec un savoir et un senti du savoir qui faisait en sorte que je pouvais en parler comme ça. Et donc, j'ai pu transmettre à des gens, par exemple, qui étaient des designers, puis les gens me demandaient, est-ce que tu es un designer? Pourquoi? Parce que vibratoirement, je me connecte non pas simplement avec la connaissance du designer, mais avec ce qu'il vit, ce qui fait que quand je parle avec, c'est une expérience vibratoire, mais c'est une expérience aussi. Voilà. Merci Laura de la question. Liliane nous dit, pourquoi j'ai eu des frissons, j'ai eu froid durant la méditation? Quelle méditation vous parlez? Dans votre méditation, eh bien, dans un processus méditatif, c'est-à-dire un processus dans lequel on est en expansion avec un but de s'unir à tout, eh bien, évidemment, il y a des parties de nous qui s'éveillent, qui s'ouvrent. Il y a des parties de nous qui ont tendance à vouloir se dissoudre, des résistances, et ça peut produire corporellement des frissons. Ça peut produire du froid. Chez d'autres, ça peut produire du calme. Chez d'autres, des résistances. Eh bien, ce qu'on a fait tantôt, pour moi, c'est pas de méditation. Quand on fait uni à l'univers, c'est pas de méditation. C'est une intériorisation durant laquelle on va s'ancrer, on va se centrer, nous allons élever notre fréquence, nous allons augmenter notre champ d'énergie et nous allons projeter des faisceaux d'amour, de conscience. Alors que pour moi, une méditation, c'est un état intérieur de calme profond, de tranquillité, dans lequel on fait en sorte de ne pas penser, ou si les pensées passent, on les laisse aller, on ne cherche aucune visualisation, on n'a qu'une seule intention, entrer dans un état d'union à soi et à la vie qui nous entoure. Voilà. Françoise, comment être stable quand on a une fille bipolaire qui vous insulte et ensuite revient plus gentiment, qui n'arrête pas de vous culpabiliser, de ne pas avoir eu une attitude parfaite et qui s'en revient sur des faits du passé? Oui, je comprends, Françoise. C'est un environnement difficile. C'est un environnement que plusieurs personnes vivent, même sans que leur enfant soit bipolaire. Il y a des gens qui vont dire, mais vous décrivez une relation avec un adolescent, une adolescente, qui souvent sont comme ça, ils changent d'attitude et puis vous culpabilisent. Alors, oui, je connais la bipolarité aussi, c'est extrêmement difficile, quelquefois c'est très effervescent, très créateur, et même il y a une intensité créatrice qui peut devenir même impatiente, alors que par moments c'est vraiment l'inverse, c'est presque la dépression ou c'est la dépression. C'est extrêmement difficile d'accompagner des gens qui sont dans de tels types de difficultés. Bipolarité, c'est une forme de difficulté d'ordre mental. Alors, il y a un déséquilibre à ce niveau et ça agit sur le comportement. Donc, il y a des comportements qui sont extrêmement difficiles et l'accompagnement de ça, donc puisque vous êtes sa mère, vous êtes une accompagnante naturelle, c'est difficile, c'est une expérience forte, intense, exigeante. Je vous invite à le prendre comme c'est une expérience intense qui favorise votre propre évolution. Et cette expérience est tellement exigeante au quotidien que pour arriver à être bien, être dans un mieux-être, vous n'avez presque pas le choix d'être vraiment dans votre cœur. C'est une expérience qui vous amène dans l'amour inconditionnel. Sinon, par moments, c'est pas vivable. Donc, c'est l'amour inconditionnel, c'est la patience, c'est la tolérance. Et par moments, vous devenez à bout. Donc, c'est très important que vous n'ayez pas de culpabilité envers vous quand vous ratez, j'appelle ça rater un rendez-vous. Vous avez raté un rendez-vous avec la patience, vous avez raté un rendez-vous avec la compréhension, l'empathie, etc.
soyez vraiment sans évaluation, sans jugement, sans culpabilité envers vous-même. Soyez bienveillante envers vous-même. Vous savez, on va dire dans un tel cas, l'importance d'être bienveillante envers votre fille, c'est vrai. C'est aussi vrai d'être bienveillante envers vous-même parce que c'est très exigeant. Et donc, c'est la bienveillance qui va faire en sorte que vous allez pouvoir écouter. Par moments, vous allez faire sourde oreille pour justement maintenir votre calme et par moments, vous allez demander à l'autre de s'expliquer plus profondément, dépendant de son état de calme. Quand elle est dans une forme de crise, eh bien, il n'y a pas de calme. Mais quand elle est plus calme, il y a des fois où vous allez dire, peux-tu m'expliquer plus précisément à quoi tu réfères, qu'est-ce que tu veux dire? Et à d'autres moments, vous allez faire la sourde oreille. Il n'y a pas de réponse parfaite, surtout qu'on n'est pas dans vos chaussures. On n'est pas là. Ça serait facile pour moi de vous dire, tiens, mais voyons, mais soyez patiente. Non, c'est pas ça. Vous vivez des situations qui sont extrêmement exigeantes et plusieurs parents en vivent. Ils ont des adolescents qui sont très caractériels. Il y en a d'autres qui sont pris avec des jeunes gens qui utilisent l'alcool, les drogues, qui ont toutes sortes de comportements. C'est difficile parce que, et même ceux qui travaillent dans des environnements comme ça, dans des réseaux sociaux, c'est pas quelque chose que finissent de travailler comme vous pouvez pas vous dire, tiens, ben là, elle est partie, j'y pense plus. C'est prenant. La porte que je vous ouvre, c'est que c'est une foule d'expériences pour favoriser votre propre évolution. Et ça, c'est vraiment l'autre partie. C'est continuellement une sollicitation à aller retrouver tous les éléments d'un être humain, l'empathie, l'harmonie à l'intérieur de vous. Donc, méditez, allez trouver le calme à l'intérieur de vous, visualisez le meilleur pour votre fille et pour vous-même, bien sûr. Suzanne nous dit, Monique Mathieu et Anne Joudan nous apprirent nous parlent des 3 jours de noirceur qui va nous amener la paix et la joie sur terre. Pouvez-vous nous en parler? Je vais vous répondre la même chose que j'ai dit tout à l'heure. Ce que vous entendez de l'un, de l'autre, que je n'ai pas transmis, je ne peux pas commenter. Je connais personnellement Anne Joudan, je l'aime beaucoup d'ailleurs. Quand on se rencontre, on a une merveilleuse connexion avec beaucoup de joie. La dernière fois, c'était en voyage et puis tout ça. Et je sais qu'elle fait un merveilleux travail. De mon côté, je n'ai pas parlé de ces 3 jours de noirceur. Je n'ai pas diffusé ça. Et voilà. Et après, les 3 jours de noirceur peuvent être physiques comme ils peuvent être symboliques ou peuvent être subtils. Alors, moi, je pense que les 3 jours de noirceur, on les vit avec ce qui se passe en Ukraine. Pour moi, c'est vraiment 3 grands jours. 3, c'est vraiment un nombre symbolique aussi de reliance du féminin avec le masculin. Et donc, je trouve que c'est d'avoir sous nos yeux une telle guerre aujourd'hui, c'est de la noirceur, c'est 3 jours de noirceur. Alors, par rapport à ce qu'elles parlent, je ne sais pas ce qu'elles ont dit exactement. Je ne parle pas de ça, je ne prédis pas ça. Et donc, je dis, quant à moi, soyez sereins, soyez sereines. Actuellement, il y a déjà beaucoup d'égrégores de peur, il y a beaucoup d'égrégores de colère. Ça ne nous aide pas. Ce qu'on doit nourrir en soi et autour de soi, c'est du calme, c'est vraiment une envie de vivre en paix, c'est vraiment une envie de vivre dans l'amour, vraiment la fraternité, c'est vraiment l'amour, c'est vraiment la connexion avec le divin en nous. C'est très important parce que c'est comme ça qu'on va influencer autour de nous. Alors, je vous invite à ne pas être dans la peur de ces 3 jours de noirceur. Je n'en parle pas parce que je n'ai pas eu aucun message concernant cela. Sans vouloir m'opposer à ce que dit Anne, au contraire, elle a ses messages et puis je respecte exactement tout ce qu'elle fait. Monique.
à force d'émaner amour et lumière, je n'arrive pas à avoir peur. Est-ce une sorte d'inconscience? Non, pas du tout. C'est pas de l'inconscience. Il peut y avoir de l'inconscience chez certaines personnes, mais je vous comprends très bien. Euh, dans ce dont je vous parle, pour moi, c'est mon quotidien. C'est pas un travail que je fais là en ce moment pour 2 heures. C'est 7 jours par semaine, continuellement depuis 35 ans. Donc, non, c'est vrai, je n'ai pas peur, mais je suis conscient qu'il pourrait y avoir une guerre mondiale et que je n'aime pas ça. Je n'ai pas envie de ça. Je n'ai pas envie parce que c'est trop de souffrance dans le monde psychique et physique et ça ne correspond pas à un monde en évolution. Toutefois, ce n'est pas la peur, ce n'est pas de l'inconscience. Vous pouvez très bien ne pas avoir peur et être conscient, conscient de ce qui se passe dans le monde, conscient des possibilités, conscient aussi de ce vers quoi l'on veut tendre, ce que l'on fait. Alors, non, continuer dans la conscience et justement, j'invite tout le monde à pouvoir œuvrer pour transcender sa peur. Vous savez, pour moi, la peur, c'est la source de toutes les difficultés physiques, psychiques, énergétiques. Donc, ce qui se passe en ce moment, la guerre, c'est mu par la peur. Donc, vous savez, la peur est des deux côtés. C'est la peur en Ukraine, c'est la peur en Russie, c'est la peur de Poutine, c'est la peur de peut-être... Il y a différents types de peur, mais c'est peut-être la peur de ne pas arriver à son pouvoir ultime. C'est peut-être la peur que la Russie soit dissoute. Alors, c'est la peur qui guide ça. Alors, ne soyons pas dans la peur parce que la peur ne va pas changer les choses. La peur ne change pas les choses. Merci, Monique. Pauline, comment couper les liens énergétiques invisibles qui nous empêchent de vivre l'amour avec une personne, qu'elle soit vivante ou décédée? Comment couper les liens énergétiques? En fait, dès qu'on est en relation avec une personne, on a un couloir énergétique qui est amplifié. Je commence au début. Nous sommes tous de la même source lumière. Et nous sommes tous un. Donc, nous sommes tous intimement interreliés énergétiquement. Toutefois, lorsqu'on crée une relation particulière, ça peut être une relation professionnelle, ça peut être une relation d'amis, ou quand on crée une relation, le couloir ou une partie du couloir énergétique est intensifié. Donc, on dit un couloir relationnel. Alors, un couloir énergétique relationnel s'ouvre. Ce couloir-là peut être en turbulence quand ça se passe mal. Alors, par exemple, 2 personnes ne se comprennent pas, 2 personnes se critiquent, se disent des choses, se disent des... Alors, je vais appeler ça de la turbulence, de la friture dans le couloir énergétique et ça aide ni un ni l'autre. Donc, l'idée, c'est de harmoniser le couloir. Ce que je couper, c'est une figure de style, je le comprends très bien. Je vais utiliser le terme harmoniser un couloir. Harmoniser un couloir, ça ne veut pas dire tout à coup faire en sorte que vous rencontrez la personne et que vous avez tout effacé. Si oui, tant mieux, tant mieux. Mais en fait, on peut pacifier avec un être tout en allant chacun de notre côté. Quelquefois, pour favoriser de l'harmonie entre 2 êtres, il va falloir des rencontres et à d'autres moments, pour favoriser l'harmonie, eh bien, chaque personne peut aller sur sa voie sans se rencontrer. Toutefois, je vais préconiser qu'il y ait une œuvre énergétique que j'appelle la pacification relationnelle, que l'on peut vivre vibratoirement et qui permet en sorte de harmoniser le couloir. Alors, vous me demandez, Pauline, comment couper les liens énergétiques? En fait, c'est pas tant le lien énergétique, c'est la difficulté dans le lien énergétique. Je vous donne un exemple. Si le lien énergétique, si c'est votre père, c'est vous coupez pas le lien énergétique avec votre père. Par contre, vous pouvez choisir vraiment de ne plus rencontrer votre père, de ne plus communiquer. Je vous dis pas de faire ça. Je dis que vous pourriez choisir cela. Mais ce que moi, je vous proposerais, c'est de vivre un rituel de pacification vibratoire, énergétique. Puis après, vous pourrez choisir si, pour une période, vous allez sur votre chemin pour que vraiment tout ça se calme. Alors,
le lien énergétique, il existe entre les gens. Et quand il y a une relation, le lien existe aussi. Alors, pacifier, harmoniser, équilibrer. Alors, je vous suggère vraiment le rituel de pacification relationnelle. Est-ce que, je vérifie, là, je ne sais pas si ça vous a été donné, ça. Non, hein, c'est dans un atelier. C'est dans un des ateliers, la pacification relationnelle. Ça ne vous a pas été offert. C'est un rituel qui peut durer 15 ou 20 minutes. Alors, je vais voir ce qu'on peut faire avec ça, si c'est possible d'en faire une version que l'on vous donne. Merci, Pauline. Robert, que faire lorsqu'on est rendu à 70 ans, qu'on se rend compte avec tristesse qu'on a passé complètement à côté de son mandat d'incarnation? Alors, Robert, je vous dirais, vous n'avez que 70 ans. Alors, il est toujours temps de entrer sur votre voie. Passer à côté de son mandat d'incarnation, c'est bien important de comprendre que ce n'est pas que vous avez quelque chose d'extérieur à réaliser, mais que vous aviez à vous déployer en fonction de qui vous êtes. C'est-à-dire que votre vie ressemble à qui vous êtes. Donc, il arrive que notre vie ne ressemble pas à qui on est. Bon, moi, j'ai réalisé autour de 30 ans que j'étais à côté de moi-même. Donc, j'étais à côté de mon mandat. Si je suis à côté de mon mandat, je suis à côté de mon essence. Et donc, j'ai eu tout un ensemble de circonstances et de choix qui ont fait en sorte que j'ai changé de vie à 33 ans et je suis entré en moi, donc dans l'expression de mon essence et de mon mandat. Maintenant, j'ai aussi rencontré un monsieur de 80 ou 85 ans qui était extrêmement dépressif, triste, qui n'avait plus envie de vivre, qui vivait seul, il avait ses enfants, mais ses enfants étaient à l'extérieur, évidemment, à cet âge-là. Alors, ce monsieur, dans une rencontre, a tout à coup pu ressentir, dans nos discussions, émerger quelqu'un en nous. Alors, ce monsieur avait été ingénieur toute sa vie. Et puis, il a nourri sa famille, il a fait ce qu'il a fait le meilleur de lui-même comme ingénieur. Pourtant, il est à 80 ou 85, j'oublie actuellement, et il est absolument triste de sa vie. Il n'y a plus rien qui fait sens. Et tout à coup, dans notre discussion, il réalise jusqu'à quel point il a abandonné la poésie. Il se souvient qu'à l'âge de 16 ans, il vivait dans une espèce d'euphorie, il faisait de la poésie, il adorait ça. Et un jour, son père est venu le rencontrer, il lui a dit « Mon fils, c'est terminé ces choses de fille. Tu vas faire un homme de toi. Tu vas aller à la Polytechnique, tu vas devenir un ingénieur, tu vas être un homme. » Il a écouté son père. Et il a vécu comme un homme selon les visions de son père, et il a été un homme bon pour sa famille. Sauf qu'il a passé à côté de lui. Et là, tout à coup, dans notre rencontre, il a réalisé qu'il était un poète. Et qu'est-ce qu'il a fait à 85 ans? Il s'est remis à faire des poèmes. Il s'est remis à faire des poèmes. Et puis, il a commencé à les publier dans le journal du village et tout cela. Parce que sa joie, c'était de créer le poème. Et puis, il a transcendé sa dépression. Et il est entré dans son mandat de poète. Mais son mandat, ce n'était pas de faire des livres, peu importe, c'était d'être poète. Et il a retrouvé la voie du poète. Donc, 70 ans, vous êtes encore jeune. Et c'est le moment vraiment de vous contacter et d'aller ressentir qui vous êtes et ce qui vous fait vibrer profondément. Pas de l'extérieur de vous. Allez à l'intérieur de vous pour ressentir ce qui vous fait vibrer et pour vous y déployer. Il n'y a pas d'âge. J'ai dit la même chose à une dame qui avait 99 ans dernièrement. La dame me disait, moi, ce qui m'a toujours fait vibrer, c'est d'être enseignante. J'étais enseignante jusqu'à 60 ans, mais depuis, j'enseigne plus. Je n'enseignerai pas à 95 ans ou 99 ans. J'ai dit, vous savez, l'enseignante, c'est pas la personne qui est devant une salle de cours. L'enseignante, c'est celle qui est dans son cœur, sa conscience. Alors, vous êtes dans une résidence pour gens âgés, vous avez encore des moyens. Par ce que vous êtes, par votre regard, par ce que vous dites, par vos états, vous continuez d'enseigner. Allez-y. Donc, l'enseignement n'est pas nécessairement toujours la façon traditionnelle. C'est un exemple. Alors, je vous encourage, Robert. Allez-y. Il n'y a pas d'âge.
pour être soi. Parce que le mandat d'incarnation, c'est pas un travail avec un but et une performance à accomplir. Le mandat d'incarnation, c'est une voie qui est celle de qui on est. Je vais prendre 2 dernières questions parce que le temps avance. Denis, depuis quelques années, je recherche la solitude et je n'ai plus grand de plaisir à côtoyer des gens pour du social, mais je me sens coupable de ne pas être plus disponible alors que j'ai consacré ma vie à aider les autres. Que dois-je faire? Ce qui est important, c'est d'être à l'écoute de votre cœur, Denis. Que dois-je faire? Alors, vous n'avez plus envie de côtoyer pour du social. C'est compréhensible. Il y a des moments dans la vie où une personne n'a pas envie de social, n'a pas envie de l'échange peut-être de plus léger, a envie peut-être de profondeur. Quand vous me dites ça, vous ne me dites pas que vous avez plus envie de partager sur des thèmes qui favorisent l'évolution, qui favorisent une véritable joie. Vous me dites que vous n'avez plus de plaisir à côtoyer pour du social. Or, souvent, on passe par le social pour aller plus en profondeur. Et je connais des gens qui vont rapidement du social en profondeur. Ce sont des gens qui sont un peu différents parce que souvent, les gens vont être longtemps dans le social avant de approfondir. Pourquoi? Parce qu'ils veulent se sécuriser, ils veulent voir s'ils peuvent avoir confiance. Alors que d'autres sont tellement eux-mêmes que rapidement, bonjour, ça va? Tu sais, j'ai envie de parler de comment je sens l'amour, comment je sens le sens de telle chose, et qui vont profondément. Et c'est vraiment, moi je trouve ça fascinant, des gens qui peuvent aller rapidement dans les profondeurs. Et quand vous allez aller dans des thèmes qui vous fascinent et qui donnent du sens et qui font en sorte que vous allez sentir une union, même si vos opinions sont différentes, vous allez sentir que vous vous unissez dans une espèce d'intensité ou dans l'effervescence d'un sujet, eh bien, par moment, peut-être que un peu de social ne vous dérangera pas. Peut-être que ce qui vous dérange, c'est comme trop de social ou trop de superficiel. Et vous avez envie de rencontres vraies. Parce qu'il se peut aussi que vous ayez été beaucoup en relation avec des gens et que vous avez vraiment une période où vous avez besoin de vous rencontrer. Et quelle est la longueur de cette période? Eh bien, ça dépend jusqu'à quel point vous vous rencontrez. Vous avez peut-être un appel à vous rencontrer profondément. Pour une raison ou pour une autre, ça n'a pas encore été assez profond. Alors, il est naturel dans la vie d'un être humain qu'il y ait par moments une envie de solitude. Une envie de solitude, j'ai souvent parlé du parcours, de la traversée du désert, de la rencontre profonde de soi, de l'épuration de certains éléments que vous allez faire avec vous-même, de la rencontre de ces démons intérieurs pour faire émerger d'autres choses. Vous avez aidé beaucoup de gens. Peut-être que le moment est venu de vous aider vous-même et c'est vraiment transitoire. Pas transitoire dans le sens que vous êtes en attente, transitoire dans le sens que il se peut que vous ayez vraiment une rencontre profonde avec vous-même pour ensuite retourner vers les gens. Mais ça, vous allez le ressentir. Ce que je vous propose, c'est aller tout de suite plus en profondeur avec des gens. Et si vous voyez que vous n'avez pas d'intérêt, alors offrez-vous vraiment un vrai moment de rencontre de vous, un vrai parcours. Peut-être vous vous dites, tiens, vous allez faire Compostelle 3 mois toute seule et vous allez le vivre totalement. Vivez ce que vous avez à vivre. Alors, essayez de voir si c'est le superficiel qui vous agace ou si c'est parce que vous avez à rencontrer et traverser des aspects de vous. D'accord? Merci. Guy, vous commencez. Selon Grégory Grabovoy, chaque élément de l'univers peut être représenté par une séquence numérique qui est son essence même, c'est-à-dire sa norme de perfection divine originelle. D'accord? Je vous remercie de nous relater cela. Claire, des films en Ukraine ont filmé les horreurs faites par le gouvernement ukrainien. C'est vrai. Christine, merci. Bon, dernière question. Nathalie, pourquoi autant de bébés prématurés présentent la médecine présentement? La médecine parle anxiété chez les parents qui cause ça. Qu'en pensez-vous? Ah, j'ai eu cette question la semaine dernière. Puis répondre à ça. Vous allez trouver une réponse complète la semaine dernière là-dessus. Eh bien, il y a plusieurs raisons
pour lesquelles il peut y avoir des bébés prématurés. Oui, il y a beaucoup d'angoisse, il y a beaucoup de charges, donc anxiété, angoisse, peur, il y a beaucoup de stress actuellement sur les parents. Stress causé, oui, par la situation, pas que par la pandémie, mais par les conflits interfamiliaux, vaccin, pas vaccin, croyances de ceci, croyances de cela, information, désinformation, beaucoup de stress qui sont sur les gens, beaucoup de stress parce que le travail à la maison, ce n'est pas possible pour tout le monde, et puis en même temps, quand c'est possible, c'est pas toujours l'environnement idéal. Et puis beaucoup de stress parce que les familles qui sont ensemble, qui ont été ensemble longtemps, sont pas habituées d'être autant d'heures et de jours ensemble. Donc, dans certaines familles, il y a beaucoup de poids, il y a même un peu de violence, quelquefois psychologique, voire même physique. Donc, il y a beaucoup de facteurs énormes. Et là, il y a la guerre en plus. Et puis, c'est quand la fin, le stress de l'appréhension ou l'anticipation, qu'est-ce qui va suivre après ça, c'est quoi l'autre fardeau. Et c'est énorme ce qui se passe actuellement, comparativement si vous retournez il y a 20 ans. Il y avait des éléments aussi, mais là, c'est vraiment exacerbé, c'est énorme. Et puis, la fréquence vibratoire, ça a extrêmement, extrêmement augmenté autour de nous. C'est pourquoi je parle si souvent de élever votre rythme vibratoire. C'est à deux niveaux. D'abord parce que ça vous permet d'éveiller vos facultés, mais c'est aussi parce que le rythme vibratoire autour de vous, l'énergie est vraiment plus élevée. Alors, ça presse sur vous. Il y a plus d'ondes, il y a plus de charges comme ça, énergétiques. Alors, si vous élevez votre fréquence, vous êtes beaucoup moins affecté. Par contre, les gens qui vivent dans la normalité, eh bien, ils n'élèvent pas leur fréquence parce qu'ils ne sont pas guidés à le faire. Et donc, ça presse les ondes, les charges, les virus et tout ça, ça presse sur eux. Alors, et ça affecte le cycle qui fait en sorte qu'il peut y avoir des naissances prématurées. Mais ce qui serait intéressant, c'est de vérifier aussi, est-ce qu'il y a plus de fausses couches? Parce que s'il y a des naissances prématurées parce que le cycle est interrompu, ben, il peut aussi y avoir plus de fausses couches. Donc, il faudrait regarder les statistiques complètes de ça pour vraiment arriver à des conclusions. Mais je ne suis pas étonné de ça, particulièrement à cause du rythme vibratoire. Et je vous rappelle, élevez chaque jour votre rythme vibratoire pour vivre mieux. Voilà. Je termine là-dessus notre rencontre qui a été pour moi très enrichissante. J'étais très heureux d'être avec vous. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure. Je vous rappelle qu'il y a une différence d'heure entre l'Europe et le Québec qui est de 5 heures actuellement parce que le changement d'heure en Europe ne se fait que à la fin du mois, le dernier dimanche du mois. Donc, c'est que dans 2 semaines qu'on va retrouver les 6 heures habituelles de différence. Pour l'instant, il y a 5 heures. Alors, voilà, on se rencontre lundi prochain, 12 heures au Québec, 17 heures en Europe pour Unis pour l'humanité et suivi de rendez-vous avec Pierre Lessard. Alors, ce que j'essaie de vous donner, c'est pas la réponse finale, complète, totale, comme si j'étais vraiment celui qui sait tout. Mais j'essaie vraiment, avec mon cœur et ma conscience, de vous donner des pistes, associées à des voies qui peuvent faciliter, rééquilibrer, harmoniser en fonction de ce que vous partagez. Je vous remercie d'être là. Je remercie aussi toute l'équipe qui est là, dont Isabelle qui a été génératrice de cette idée, celle qui génère beaucoup d'idées pour Symphonie, toute son orientation. Joanne qui est là aussi en ligne pour vous aider. Et Christine Falaise qui est une accompagnante qui peut aussi, pour ceux d'entre vous qui ont besoin d'un accompagnant, même en ligne, virtuel, pour toucher certains thèmes précis. Donc, vous pouvez la contacter. Alors, à très bientôt. Je suis désolé pour toutes les questions auxquelles je n'ai pas eu le temps de réponse, mais il y en a toujours beaucoup. Merci à tout le monde et à bientôt. Au revoir.